Alors ça y est, SvelteKit est en bêta. Alors pour ceux qui connaissent le monde de Svelte, vous vous souvenez que quand vous voulez bénéficier du routage et de choses plus propres à ce qui se passe côté serveur, server-side rendering, etc., vous utilisiez Sapper. Sapper est terminé, c'est un projet qui va bientôt être tué, si on peut dire, par son créateur, Rich Harris, le créateur de Svelte. Eh bien, c'était SvelteKit qui devait lui succéder, et maintenant il est en bêta, en public bêta. Et vous êtes donc encouragé à l'essayer et à donner votre avis pour qu'il puisse évoluer dans une direction qui vous conviendra. Pour ceux qui ne connaissent pas Svelte ni Sapper, SvelteKit c'est l'équivalent de Next pour les développeurs React ou de Nuxt pour les développeurs Vue. Donc c'est quelque chose qui vous permet, un framework qui vous facilite encore le développement, et donc c'est propre ce SvelteKit à Svelte. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors pour pouvoir vous en servir dès maintenant, c'est facile, quand vous créez une nouvelle application, vous créez un répertoire, ici MyApp, vous allez dedans et vous faites un npm init de svelte at next pour bénéficier donc de SvelteKit. L'installer comme toujours, c'est un simple npm install, et ensuite pour pouvoir lancer votre application, un petit npm run dev et vous pourrez l'ouvrir. Alors ce qui pourrait paraître étonnant à ceux qui suivent l'actualité de Svelte, c'est que SvelteKit va utiliser Vite plutôt que Snowpack. Alors je vous rappelle que Vite c'est le mot français pour vite. Donc c'est pas Vite, c'est Vite. Maintenant qu'on sait que dans le monde de Vue, ils utilisent des mots français comme Vue, finalement c'est le mot français pour View. Et alors qu'au départ, ce qui avait vraiment séduit Rich Harris, c'était Snowpack, du fait qu'avec Snowpack, quand vous êtes en dev, vous n'avez plus cette phase qui fait perdre du temps, qui consiste à bundleiser. À chaque fois, ça fait perdre quelques secondes, et au mieux, parfois c'est plutôt une dizaine, une quinzaine. Alors qu'avec Snowpack, vous avez, dès que vous éditez quelque chose ou le sauvegardez, vous avez tout de suite Snowpack qui vous permet d'avoir un rendu immédiat de vos modifications. Il se trouve que Vite fait la même chose, et que depuis la version 2 de Vite, il est framework agnostique, alors qu'au départ, Vite c'était également un bundler, tout comme les Snowpack, mais Vite dans sa version 1, il était destiné uniquement aux applications Vue. Donc, ce qui montre également une chose, c'est que des gens, alors Vite c'est un bundler qui a été développé par le développeur de Vue, donc par Evan You, et Rollup a été développé par l'auteur de Svelte. Donc c'est assez hallucinant de voir qu'on a des développeurs qui non seulement développent des librairies ou des frameworks, mais en plus ils développent leur propre bundler. Vite, dans sa version 2, comme il est framework agnostique, vous pouvez l'utiliser à ce que vous voulez, donc pas uniquement dans le contexte de Vue ou de Nuxt, etc. Donc c'est pour ça que maintenant, contrairement à ce qui était annoncé, Snowpack est abandonné, parce qu'ils ne retirent rien à Snowpack. Et donc, d'un côté, ça les aura fait connaître, puisque Svelte est sans doute plus connu que Snowpack. Mais donc, Vite a les mêmes avantages que Snowpack, avec en plus, il est plus adapté pour tout ce qui est server-side rendering, et il gère mieux le CSS splitting. Donc, quand vous voulez pouvoir avoir vos CSS découpés en morceaux, j'imagine que c'est dans ce contexte-là, parce que généralement, on entend parler du code splitting pour découper le code en plusieurs bundles. Donc j'imagine que CSS splitting, ça va être la même chose. Évidemment, comme c'est un produit qui est en bêta, SvelteKit, il est déconseillé de l'utiliser en production, ce qui n'empêche pas Rich Harris de l'avoir déjà utilisé en production. Lui, il travaille au New York Times, et donc ils ont été servis sur son coronavirus tracker, et qui doit ensuite permettre d'avoir des résultats pour plus de 3000 counties. C'est une unité géographique propre à ce qui existe aux États-Unis. Donc il ventile ses résultats sur 3000 counties, il s'en est servi. Donc ça a été l'occasion pour lui de tester SvelteKit en production. Pour ce qui est d'atteindre la V1, c'est pour bientôt. Alors pour l'instant, il n'y a pas de pull requests qui sont ouvertes, donc ce qu'il fait, il corrige en interne tout ce qu'ils ont à corriger. Ensuite, ils ouvriront pour que vous puissiez remonter des choses que vous avez remarquées. Et ce qui va également être nécessaire pour que SvelteKit sorte en V1, ce sera d'avoir plus d'adapters. Je vous rappelle que les adapters, c'est ce qui vous permet ensuite de pouvoir générer votre application développée avec SvelteKit pour une plateforme précise. Par exemple, admettons que vous ayez envie de pousser en prod sous forme d'application Node côté serveur, vous aurez un adapteur pour Node. Qu'est-ce qui est proposé d'autre? Il y en a un pour Netlify, par exemple, pour ceux qui... Moi, je suis un grand fan de Netlify et de Vercel, du reste aussi, si vous voulez utiliser du serverless. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, si vous voulez avoir après une collection de fichiers statiques, vous avez un adaptateur pour les Netlify. Il y en aura certainement d'autres à venir. Donc voilà, SvelteKit. N'hésitez pas à jouer avec si vous êtes développeur Svelte et que vous utilisiez Sapper dans le passé. Alors, il y a une extension Visual Studio Code très sympa qui vous permet de faciliter, si on peut dire, l'arrivée d'un nouveau membre
de votre équipe, par exemple, sur une grosse application, ou bien si vous avez un projet open source, de pouvoir également faire une petite visite guidée de votre code. Et l'idée est vraiment bien pensée. Alors, c'est pas tout récent, mais il se trouve que ça ressort dans les newsletters. C'est sorti en juin dernier, en juin 2020. Et donc, ça vous permet, en ajoutant donc, ce plugin, vous allez voir, plutôt cette extension Visual Studio Code, que vous allez pouvoir ajouter, à l'aide de ce petit plus, des commentaires sur un code, un morceau de code, donc pour mettre l'accent sur ce code en particulier. Et donc, vous ajoutez différentes étapes. C'est comme si vous aviez une visite guidée avec des différentes étapes. Et ensuite, l'utilisateur qui va récupérer votre code, il pourra jouer les différentes étapes du code pour vraiment savoir exactement ce sur quoi vous avez envie en tant que créateur de l'application, ou bien si vous êtes tout simplement plus ancien sur l'application, bien mettre l'accent sur ce qu'il faut bien remarquer. Donc si vous voulez jouer avec cette extension Visual Studio Code, l'idée est vraiment bonne, et vous la trouverez évidemment sur la marketplace, ou sinon directement via Visual Studio Code. Vous pourrez ici, à l'aide de l'extension, des extensions ici, le rechercher pour l'installer. Alors un long article, c'est étonnant, c'est un sacré boulot, qui consiste à comparer tous les ORM qui vous sont proposés dans le monde JavaScript et TypeScript en 2021. Alors je te rappelle, les ORM, c'est des Object Relational Mapper. Alors là, c'est très clivant, moins que la lutte entre tab ou space ou entre utilisateurs de telle IDE, telle IDE. Mais personnellement, j'étais déjà sur des missions où les architectes ou les lead tech ils refusaient catégoriquement qu'on utilise un ORM. Donc, parce qu'ils avaient fait des mesures, tout simplement, ils se rendaient compte qu'avec ou sans ORM, les performances étaient meilleures sans ORM. Et notamment dans les grosses applications qui géraient beaucoup de données. Alors, les ORM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui vous permet de faire des requêtes vers une base de données pour faire du CRUD, en gros, notamment, et ainsi que des jointures, mais sans avoir à taper de SQL. Donc, ça vous permet de rester dans le langage de programmation que vous préférez. Moi, j'avais découvert un ORM à l'époque je viens du monde de C#, ASP.NET et C#, et il y avait Entity Framework qui nous permettait de faire ça, donc on restait dans le monde de C#, et on tapait du code C# qui nous permettait de faire des requêtes vers une base de données. Bon, comme c'était l'univers Microsoft, c'était MS SQL. Et donc les ORM maintenant existent également depuis des années dans le monde JavaScript et TypeScript, donc vous pouvez requêter votre base de données sans être obligé de taper du SQL. Et donc là, cet article, il vous liste les ORM les plus connus. Si vous êtes habitué à MongoDB, vous avez sans doute déjà joué avec Mongoose. SQLize est connu également dans le monde de Nest.js. Et ensuite, certains Typegoose, j'en ai découvert à l'occasion de la lecture de cet article. Ce qui est très bien fait dans cet article, c'est qu'au départ, il commence à vous faire un tour d'horizon de KeyNext.js, où je suppose que ça se prononce comme ça, qui vous permettent de créer des queries, donc c'est un builder de queries finalement, des SQL queries. Et il vous le détaille parce qu'en fait, il y a plusieurs ORM qui s'en servent sous le capot, et d'autres ne s'en servent pas. Donc, il vous rappelle également rapidement l'introduction dans ce qu'il y a une entité. En gros, c'est un simple wrapper autour d'une table en base de données, et qu'ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir faire du CRUD. Et ensuite, il vous présente différentes librairies qui vous permettent, des ORM, donc Object Relational Mapper librairie. Un petit rappel au passage, quand on est dans le monde de Mongoose et dans tout ce qui est NoSQL, on appelle ça plutôt des ODM, Object Document Mapper. Dans le monde de NoSQL, on a affaire à des documents. Et donc c'est très bien fait, parce que vous pouvez voir que selon ce que vous avez envie de découvrir, ça vous met la date de sortie, c'est classé chronologiquement, un lien vers le site, vers le repo, et quelles bases de données peuvent être interfacées. Donc vous pouvez utiliser par exemple KeyNext aussi bien en ayant en back-end une base de données Postgre ou MS SQL ou MySQL, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, des exemples très concrets. Et ça vous montre même la sortie que vous auriez, donc le SQL qui est généré pour vous. C'est là, alors moi j'ai pu utiliser dans le contexte d'entreprise d'ORM ou d'ODM depuis quelques années. Je m'en suis servi personnellement sur des side projects en servant de Mongoose essentiellement. Et je me rappelle qu'à l'époque, dites-moi en commentaire si c'est confirmé ou si c'est toujours le cas aujourd'hui, le gros reproche qui était fait aux ORM, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ODM, c'était le fait que parfois le SQL généré était complètement loufoque. Là où un être humain aurait fait des jointures en direct, parfois vous aviez l'ORM qui se retrouvait à vous faire des jointures en cascade assez folles qui faisaient que ça impactait les performances. Également, étonnamment ici, l'auteur vous dit, écoutez, les ORM c'est très bien quand vous avez des très grosses bases de données et beaucoup de données, alors que moi en poste c'était le contraire. Je voyais généralement les tech leads et les architectes qui ne voulaient pas utiliser d'ORM justement quand il y avait beaucoup de données, parce qu'ils trouvaient que ça impactait trop les performances. Et là, c'est vraiment en faisant des tests. Donc plus vous aviez de données,
Et Tab, forcément, moins les performances étaient bonnes. Mais peut-être que les choses ont changé depuis. Moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser un EDM ou un ERM sur des petits projets, plutôt petits ou intermédiaires, pour justement aller plus vite. Si j'ai pas envie de taper moi-même mes requêtes SQL et rester dans l'univers JavaScript ou TypeScript. Bah, dites-moi en commentaire vous en êtes. Moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que plus il y a de tables et plus il y a de données, plus il y aurait intérêt à utiliser plutôt du SQL en direct, d'autant que, en général, gros projets égale grand compte. Dans les grands comptes, vous allez avoir un expert en base de données, un DBA, donc généralement, si c'est pas lui qui tape directement les requêtes, c'est en général lui qui va jeter un œil à vos requêtes et qui va les optimiser pour qu'elles marchent mieux. C'est ce qui m'est arrivé dans le passé sur les projets sur lesquels j'étais. Après le passage du DBA, nos requêtes parfois avaient une meilleure performance de l'ordre de 100-150%. Donc ils voyaient nos requêtes, ils se marraient et puis ils réécrivaient certaines. Évidemment, une simple requête qui fait une requête vers une table avec une pauvre jointure, bon ça généralement il n'allait pas revenir derrière. Mais quand vous commencez à avoir beaucoup de jointures, beaucoup de tables, voilà. Donc c'est le seul truc moi qui me chiffonne un peu dans sa présentation. Mais sinon le reste est impeccable, hein. C'est vraiment très très bien. Il vous montre des exemples précis. Donc si vous avez envie d'utiliser un ORM ou un EDM, vous aurez un exemple pour chacun de ces ORM ou EDM. Alors Airtable a levé 270 millions d'euros de plus. Et maintenant, il est capitalisé à hauteur de 5 milliards 77. Alors bon, est-ce que ça veut dire forcément que le produit va décoller? Il a encore plus, on va dire que continuer plutôt son évolution plus fort qu'il ne l'a fait. Je vous rappelle que l'année passée, on en parlait beaucoup du fait que le no-code avait eu droit à un gros coup de projecteur. Et souvent dans le monde du no-code, Airtable est très apprécié parce qu'il y a un côté qui plaît aux gens qui ne sont pas forcément très à l'aise dans le code, qui ne connaissent pas les bases de données, qui ne savent pas, je sais pas, ce qu'est une jointure, ce qu'est un where, ce qu'est bon, voilà, ça leur plaît parce que c'est très visuel, ça ressemble un peu à du Excel. En fait, c'est à cheval, c'est assez hybride, ça ressemble à la fois à du Excel et à des bases de données. Mais bon, de nouveau, comme je le dis souvent, un codeur sera toujours le meilleur no-codeur parce que lui, ça va lui parler tout de suite, parce qu'on peut faire ce genre de produit. Et donc Airtable, pour l'avoir utilisé récemment, avoir utilisé son API, on peut très facilement s'en servir comme une base de données classique et donc pouvoir faire des requêtes depuis un serveur. Donc, par exemple, moi j'utilisais Netlify, ce qui me permet de faire du serverless, et avec des fonctions, avec des serverless functions, donc je pouvais faire des fonctions qui équivalaient à ce qu'on aurait fait depuis votre Node ou votre Express ou autre, et de pouvoir faire des requêtes vers Airtable avec l'API de Airtable. Ça marchait très bien. Là où un non-dev aurait plutôt tendance à utiliser les outils graphiques mis à disposition. Donc là, je trouve vraiment bien pensé avec Airtable, c'est qu'il y en a pour tout le monde, aussi bien les devs traditionnels comme vous et moi, et les no-codeurs qui s'y retrouveront plus avec des outils graphiques. Donc pour en revenir à nos moutons, voilà, ils ont levé des 170 millions de plus, ce qui veut dire que il y a une certaine confiance dans les milieux économiques, mais il y a aussi d'autres projets qui ont absolument jamais eu recours à des business angels et qui marchent très fort aussi. Mais bon, c'est une petite reconnaissance de plus. Donc voilà, si vous vous demandiez où en était Airtable, il continue à inspirer confiance, et certains ont tendance à être considérés un peu comme potentiellement le successeur d'un CRM comme Salesforce, puisqu'il est très adapté à créer non seulement des bases de données, mais également il peut très bien ensuite vous rendre les résultats facilement avec certaines options qu'il a, sans avoir recours à d'autres outils à côté. Donc c'est un outil très spécial, Airtable. Si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le dire aussi en commentaire si Airtable a retenu votre attention en 2020 ou cette année. Et on pourra en reparler un peu plus longuement si Airtable vous intéresse. Alors, c'est toujours intéressant, genre d'outil très spécialisé. Et donc cet outil-là, il vous permet de pouvoir jouer avec uniquement la partie texte de JavaScript. Donc en gros, l'exemple ici est clair. Vous avez votre input ici, Hello World, et vous avez envie de jouer avec la fonction replace pour pouvoir remplacer Word avec TextField. Et donc vous pouvez jouer cet exemple. Vous vous retrouvez évidemment avec ici on trouve Hello World, vous vous retrouvez maintenant avec Hello TextField. Rien de surprenant. Mais l'avantage c'est qu'après vous avez des templates qui vous permettent de pouvoir retrouver facilement des exemples de choses que vous avez envie de faire. Imaginons que vous ayez envie de supprimer des doublons, des lignes qui sont en doublons. Hop, vous pouvez aller voir l'exemple. Il vous le charge. Vous voyez en input cette liste de... on remarque tout de suite là qu'il y a déjà au moins un doublon ici. Et ça vous montre le code qui vous permettra de supprimer le doublon. Donc vous faites tout d'abord un split au niveau des nouvelles lignes. Et ensuite, vous convertissez
Alors vous allez utiliser le set, hein, le set, cette structure qui est proposée nativement. Alors, je ne sais plus si c'est depuis la version 6 ExtraScript, mais depuis un certain temps déjà. Et ça vous permet, ça vous supprime automatiquement les doublons. Mais bon, comme set, ça ne vous retourne pas un array, bah, vous utilisez array from pour convertir ce set d'éléments uniques. Parce qu'un set, ça vous permet pas d'ajouter des choses en double. Si vous ajoutez un set, une chose en double, il ne vous jettera pas, simplement il ne l'ajoutera pas. Vous décidez d'ajouter Mary, Tandy, Humphrey, Willis, ok, pas de problème. Si vous décidez d'ajouter de nouveau Mary, Tandy, il ne le fera pas. Vous aurez que deux lignes. Et à partir de là, vous faites un join pour obtenir de nouveau une seule string. Et là, si on le joue, on voit bien que, par exemple, voilà, Charlie's Dench n'est plus en doublon. Voilà, donc ça vous donne des exemples concrets de ce que vous pouvez faire dans le monde des strings quand vous avez quelque chose à faire avec une string. Et ce, en pouvant jouer directement avec votre exemple. Alors si la différence entre les values et les références en JavaScript vous pose un peu problème, cet article vous permettra de clarifier 2-3 choses. Bon, c'est du classique, hein, c'est un article, je pense, qui pourrait être lu dans un an ou deux et qui fonctionnera encore. Bon, ça vous rappelle simplement la chose que des primitives, finalement, on n'en a pas tant que ça dans le monde de JavaScript. Hein, on en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Bon, un number, un booléen, une string, et ensuite null and defined. Et tout ce qui n'est pas une primitive, finalement, c'est considéré comme un objet. Bon, un objet forcément considéré comme un objet, un array également, et une fonction. Et sera considéré comme étant un reference type. Et donc, je vous rappelle simplement une chose simple. Regardez, dans le cas des values, vous avez cette variable a qui doit attribuer la valeur 1. La valeur b, vous demandez à la valeur b de devoir attribuer la valeur de a, c'est-à-dire 1. Et à partir de là, vous modifiez la valeur de b en lui ajoutant 2. Eh bien, ça ne modifiera que la valeur de b, qui vaudra 3, tandis que a vaudra toujours 1. Là où c'est plus piégeux quand c'est par référence, quand vous avez des références, imaginons que vous ayez x, et ce x, vous l'associez en fait à ce tableau qui a une unique valeur, la valeur 1. Et en fait, x ne va pas contenir le tableau lui-même, il contiendra une référence qui pointe à travers ce tableau. Si bien que quand vous demandez, vous créez cette variable y et que vous l'initialisez avec x, finalement, vous ne l'initialisez pas avec le tableau qui contient une valeur, vous demandez à y de pointer vers la même chose vers laquelle pointe x. Et si bien que là, si vous faites une modification, vous avez vu, on a ce x. Là, comme c'est un array, on sait que les choses se passent par référence, bien vous décidez de l'initialiser avec ce tableau qui a une seule valeur, la valeur 1, et x va contenir une référence vers ce tableau. Lorsque vous demandez à y d'être initialisé avec x, il ne va pas de nouveau avoir cette valeur d'un tableau avec un seul élément dedans, il aura comme valeur la même référence. Donc c'est-à-dire que ce sera une référence, x et y vont pointer vers la même chose, si bien que maintenant, si vous modifiez le tableau y contenu par y, ou plutôt vers lequel on pointe, vous avez vu, on a vite fait de ne pas exprimer la chose correctement, ce qui est ensuite injecte du flou. Alors si on considère bien que ça c'est une référence, vous dites ce vers quoi je pointe, j'ai envie de lui ajouter la valeur 2, et donc avec push, vous avez envie de pousser une nouvelle valeur dans ce tableau. Donc vous allez dire je veux pointer y pointe vers ce tableau, j'ai envie d'ajouter une nouvelle valeur dans ce tableau. Eh bien, comme x et y pointent vers les mêmes choses, vous allez voir que vous aurez modifié également ce vers quoi pointe x, tout simplement parce qu'en fait x et y pointent vers la même chose. Donc si x ou y modifie quelque chose, ça se répercutera sur l'un ou l'autre. Bon, je lisais l'article, c'est sans doute m'exprimer. Bon, voilà, ça vous explique, il n'y a pas de mystère. Hein. Si vous connaissez la différence entre référence et value, vous n'allez rien apprendre, mais si la chose était un peu floue, vous apprendrez des choses. Et donc, ça vous montre également comment faire des comparaisons quand vous avez affaire à des variables qui contiennent des values ou des variables qui pointent vers des références. À partir de la version 12 d'Angular, qui ne devrait pas tarder à sortir, donc rassurez-vous, hein, depuis maintenant de nombreuses versions d'Angular, il n'y a pas à s'affoler hein, quand une nouvelle version sort. Dans le monde de React, on en est à la version 17 ou 18, hein, je ne sais plus, 17. Donc voilà, quand Angular sera en version 12 dans pas longtemps, eh bien le strict mode sera activé pour vous par défaut. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut choisir. On vous explique pourquoi, hein, il pousse vers, historiquement, Angular a toujours voulu pousser vers les meilleures pratiques. Hein. Ça a d'ailleurs été les premiers à utiliser par défaut TypeScript, alors que dans d'autres frameworks, aussi bien React que Vue, que Svelte, vous devez choisir de configurer TypeScript. Et de plus en plus de développeurs le font. Et bien pareillement, c'était aussi les premiers à avoir utilisé activement l'injection de dépendance. Et bien pour cette même raison, pour rester sur la vague des bonnes pratiques, le strict mode sera implémenté par défaut. Et d'ailleurs, ils ont une petite statistique qui montre que par défaut, près de 70%
des développeurs Angular, quand ils créent un nouveau projet, maintenant, ils décident de le faire en strict mode. Bon, ça fait référence également au budget, c'est-à-dire que vous êtes prévenu via un warning ou quasiment vous serez empêché de livrer votre application si elle est trop grosse. Donc voilà, si vous dépassez une certaine taille, hein, vous pouvez définir, vous avez un warning à partir de 500 kilooctets et une erreur à partir de 1 mégaoctet. C'est ce qu'on appelle des budgets. Si voilà, que vous avez ce title qui se trouve être un input, donc qui sera passé par son composant parent, et vous donc déclarez ce title et vous dites que ce sera une string, mais vous l'initialisez pas au début, donc vous aurez cette erreur qui vous dira que title n'a pas d'initializer ou n'est pas défini dans le constructeur. Là, pour plus avoir cette erreur, si vous êtes en strict mode, il suffit de l'initialiser avec une valeur par défaut, ici une chaîne vide. Et là, pareillement, vous voyez que employee, il est typé explicitement en tant que type any. Bon, là, ça vous montre ce que vous auriez quand vous êtes en type, lorsque vous avez le strict mode activé. Là, je suis étonné qu'on soit dans les classes employés, que là, ils nous disent qu'employee n'est pas typé. Ça fait un peu circulaire comme logique. J'aurais compris que, par exemple, employé, il est, je sais pas moi, par exemple, une voiture de fonction qui aurait été de type voiture. La conduite, c'est pas typé. Bon, c'est pas grave, je chipote. Donc voilà, par défaut. Ah oui, également, y compris côté template, quand vous avez le strict mode, vous serez prévenu si à un moment donné vous essayez de rendre un type qui n'est pas strictement typé. Donc vous aurez du type checking aussi côté template, mais parfois vous avez envie d'avoir un type any pour une raison X ou Y, par paresse, parce que vous êtes pressé. Et vous pourrez le faire côté template à l'aide de cette fonction, $any. Donc voilà, comme il dit, si vous avez besoin, comme il s'est dit, si vous avez besoin de caster une expression pour qu'elle soit de type any, vous pourrez le faire. Bon, voilà, là, un petit topo sur les budgets, comme je vous disais, que les budgets sont plus stricts, donc lorsque vous aurez une application qui dépassera une certaine taille, le moment où sera déclenché un warning ou une erreur. Et là, c'est notamment sur le fait que ça vous permettra de gérer aussi les tailles lorsque vous importerez des librairies qui ne seront pas tree-checkable. Donc si vous n'utilisez pas tout au moment du build, que le build ne puisse pas vous débarrasser de choses qui ne sont pas utilisées par cette librairie, peut-être que vous importerez une librairie qui vous permet de faire beaucoup de choses, vous en faites qu'une, et il n'y a pas de tree-checking qui a été prévu, donc malgré le fait que vous n'utilisez qu'une fonction, les 9 autres seront packagés, bundleisés. Voilà, donc c'est pour ça que ce cas de figure va être pris en compte, ou pas, si vous décidez de modifier le angular.json pour que ce soit pas le cas. Alors si vous aimez WebGL et que vous avez envie d'avoir des effets de drapeau, finalement c'est ce qu'il cite, ou de tapis, ça dépend comment vous voyez la chose, sur des photos, et, ça peut rendre des exemples assez sympas. Ça peut avoir des rendus assez sympas, donc vous avez vu cet effet-là. Alors c'est pas celui qui m'a plus impressionné. Je vais le retrouver. Ouais, cet effet d'accordéon. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est franchement sympa aussi. Et... ouais, on a l'impression qu'il y a un objet qui se trouve derrière cette tenture, ce tissu. Et donc ça peut vous donner des effets assez modernes. Oui, ça suit en fonction de la direction que prend votre souris. On voit que la déformation dépend du vecteur finalement qui est appliqué. Et vous pouvez avoir des effets d'overing. Ça c'est très sympa quand vous voulez... Bon, ce serait l'équivalent de retourner finalement une photo. Et l'effet là est artistique. Un effet de spirale. Un effet sur du scroll. Sur des sliders, bon, voilà, etc. Vous avez compris le principe. Bon, on est quasiment arrivé au bout. Alors, ça donne pour quelqu'un qui a envie de donner une touche artistique à son site. Ça peut être très sympa donc d'utiliser cette librairie. Aladino. Aladdin. Oui, Aladdin. Voilà, un effet de scroll infini. Donc quand ça bouge, vous avez cette petite inclinaison qui se fait de quelques degrés sur la gauche. Donc, si vous avez envie de jouer, d'avoir un tapis, un carpet, géré par du WebGL, vous pourrez jouer avec cette librairie Aladino. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez mérité une petite récompense. Au départ, la news, ça me permettait de voir qu'il était possible pour les nostalgiques de pouvoir voir s'exécuter. Alors c'est Windows 3.1, là je vois que c'est Windows 95. Mais en cherchant un peu, je suis tombé sur Wolfenstein 3D. Alors j'avoue qu'à l'époque je jouais plutôt à Doom ou à Quake 3 Arena. Welcome to Quake 3 Arena. Pour ceux qui ont pratiqué. Bon, Wolfenstein, ça s'est passé dans
l'univers de la manne nazie, vous étiez un agent secret, vous deviez rentrer dans une forteresse. Alors la seule chose qu'il m'a fallu trouver, je vais le rafraîchir, vous allez tout de suite voir pour ceux qui ont connu, ou si vous avez envie de vous amuser un peu avec des jeux rétro qui datent de la fin des années 80, début 90, ça ne doit pas consommer beaucoup de ressources, parce qu'à l'époque il suffisait d'avoir un processeur 386, 2 mégaoctets de RAM, c'est incroyable, un affichage VGA. Ça vous dit pas l'espace que ça prend en disque dur, mais bon, ça doit pas être énorme. Et voilà, là c'est parti, ça vous charge le jeu. Voilà, press a key, d'accord. Ah, c'était interdit au PC 13, parce que ça veut dire moins de 13 ans. Bon, ouais, c'était pas mal. On dirait un peu Bernard Tapie au passage. C'était pas mal comme graphisme pour l'époque. Et voilà, c'est là que vous pouvez choisir un nouveau jeu avec les touches. La seule chose qu'il a fallu que je cherche, c'était... Bon, je commence par un niveau facile. C'est que, bon, pour vous déplacer, évidemment, ce sera les flèches, à gauche, droite, etc. Si vous voulez faire des pas chassés, ce sera Alt plus la flèche. Ça, c'est très utile dans ce genre de jeu. Et pour tirer, c'est contrôle. Voilà, c'était pas évident à trouver. Donc avec ça, vous pouvez y aller. Pour ouvrir les portes, c'est la barre d'espace. Voilà. Et de là, voilà, la nourriture sera pour reprendre de la vie. Bon, je vous disais, je n'y ai pas joué particulièrement celui-ci, je jouais plutôt à Doom. Et ensuite, bon, vous ouvrez des portes, vous allez tomber sur des soldats ou sur des bergers allemands. Voilà, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, on est bien dans l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale. Bon, etc. Voilà, si vous avez envie de vous amuser avec des jeux rétro, vous pourrez aller sur ce pcjs.org. Comme toujours, si vous avez envie de vous initier à d'autres frameworks ou librairies, vous avez une vidéo d'1h30 sur Angular, une de 60 minutes d'initiation à Vue dans sa version 3, une playlist sur React, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt!